Bonjour. Donc ça faisait assez longtemps que j'ai rien fait pour des questions, de manque de temps, de manque d'envie, enfin bref, peu importe. Mais la V3 de Malifaux et le fait d'avoir participé à des vidéos avec le QLUD, alors où je suis désolé, je bégayais beaucoup, m'ont donné envie de recommencer à faire deux trois trucs, alors notamment au sujet de Malifaux. Donc aujourd'hui je voulais parler du début de partie, parce qu'on m'a déjà dit que, enfin, il y a un de mes amis qui m'a dit qu'il avait du mal à faire tes listes, et je me suis dit que donner quelques pistes de réflexion, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Alors, cette vidéo va quand même s'adresser à ceux qui ont quelques parties déjà dans les jambes. Je ne vais pas dire ceux qui sont experts, parce que ça, ils n'ont pas besoin de ça, mais les débutants, c'est peut-être pas encore très utile. Donc, vous avez eu quelques parties, vous connaissez les règles et vous vous dites que vous voulez avancer, vous voulez commencer à faire deux, trois des parties un peu plus sérieuses, enfin, voilà, et juste commencer à optimiser un petit peu. Alors, je ne vais pas dire être un vil optimisateur qui regarde tout, enfin, ça, de toute façon, mais au moins, juste prendre ce qu'il faut au bon moment. Donc déjà, on va être clair, en général, il faut plusieurs masters. Alors combien de masters? C'est compliqué à dire. Le plus souvent, je dirais deux, parce qu'après, c'est compliqué de tous les maîtriser, surtout si vous ne jouez pas souvent. Et si vous en jouez plus, soit vous ne les maîtrisez pas tous, et soit même si vous faites des tournois, vous ne les jouerez pas tous. Donc essayez, si vous voulez juste varier, prenez deux masters. Alors après, vous pouvez tout en prendre plus pour vous faire plaisir, mais c'est pas forcément très utile. Certains masters fonctionnent très bien pour quasiment tout, ils sont juste pas spécialisés. Alors je pense notamment au Perdita ou Parker Barros, qui d'ailleurs se ressemblent beaucoup, parce qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils sont spécialisés nulle part, mais peuvent quasiment tout faire. D'autres me semblent plus vraiment spécialisés, je pense notamment à Nelly, donc voilà. À voir, moi, il y a des. Enfin, même Yuko, je la jouerai pas partout. Donc, à vous de voir après ce que vous voulez faire, mais voilà. Si vous voulez juste jouer comme ça, prenez un, voire deux masters, mais si vous en prenez qu'un seul, prenez-en un qui soit assez générique. Maintenant, comment se passe une début de partie? Alors la première chose, c'est que vous allez commencer par placer et définir le décor. Et c'est très important parce que certains décors, enfin certaines tables, ont des grandes lignes de, enfin permettent de grandes lignes de vue sans aucun couvert. Et là, les coups de tir vont pouvoir s'en donner un cœur joie et dégommer l'adversaire. Alors si c'est vous, tant mieux pour vous. Si c'est l'adversaire, vous allez prendre cher. Et dans ce cas-là, il vaut mieux, bon, imaginer jouer une crew qui soit de, bon, pas soit de tir si vous voulez attaquer, soit une crew qui génère ses propres défenses. Je pense notamment à Titania ou Cornelius Bass. Mais il y en a probablement d'autres là qui génèrent leur propre couvert. Enfin bref, enfin ça c'est en cas de table bien dégagée. Par contre, à contrario, il peut aussi y avoir des tables plus chargées en décor, dans lesquelles c'est plutôt des chemins sinueux. Et auquel cas, il vaut mieux éviter de prendre des crews avec des armes de tir de fait, parce que vous ne pourrez pas attaquer à distance. Le trou de gros socle ça ne sera pas forcément très maniable. Bref, il faut vraiment penser à tout ça. Alors ça viendra avec le temps, mais le décor reste très important. À ce niveau-là, rappelez-vous, vous n'avez encore rien choisi. Vous allez ensuite tirer les scénarios. Enfin, le scénario, donc, ça va être le déploiement. Alors, le déploiement, si c'est le déploiement standard, ça n'avantagera ni n'avantagera personne. Si c'est en. Je crois que c'est en corner, c'est-à-dire le demi-cercle, vous êtes loin de l'adversaire, donc évitez de prendre des crews trop lentes. Si c'est plutôt en espèce de L, là vous êtes très proche, donc c'est plutôt l'inverse. Et si c'est le dernier en wedge, vous allez avoir tendance à mettre les troupes lentes au milieu et plus rapides sur le côté. C'est pas fondamental, mais c'est vrai que ça change des choses. En V2, j'ai déjà vu une partie, mon adversaire n'a pas su quoi faire parce qu'il avait pris des troupes très lentes et donc il a pas pu s'approcher avant le tour 3 ou 4. Et sur 5 tours, c'est court. Ensuite, au niveau des scénarios, donc il y en a 4. Alors, je ne vais pas parler de plantes explosives parce que je ne l'ai pas joué en V3, donc je ne peux pas donner un avis objectif dessus. Mais donc, Turf War. Alors, Turf War, il y a 5 marqueurs, 2 assez loin, 2 assez proches et un au milieu.
Celui au milieu, vous regarderez les règles, il va être très difficile à prendre. Enfin, surtout à garder. Parce que dès qu'une figurine va mourir, l'adversaire pourra le rendre neutre. Et ceux qui sont loin de vous, il va falloir des troupes rapides pour les prendre. Du coup, si vous voulez vraiment marquer les 4 points, il va falloir prendre des troupes plutôt rapides et capables de résister. Corrupt Idol, c'est assez particulier et je trouve assez difficile pour un débutant parce qu'il n'aura pas forcément les figurines pour. En effet, à chaque fois que vous allez faire une attaque action, vous allez prendre des dégâts. Alors, ça peut paraître intéressant, mais ça veut dire quand même que si vous prenez trop de dégâts, vous allez mourir, etc. Et si vous n'avez pas de soins, vous allez quand même prendre cher à tous les sens du terme. Donc, je suis assez mitigé. Enfin, il vaut mieux dans ce cas-là, effectivement, prendre du soin, mais c'est pas forcément évident. Notamment avec les Neverborn qui n'ont pas beaucoup de soins, si je me rappelle bien. Je crois qu'il n'y a que Candy et Serena. Serena jouant avec le Dreamer et le Dreamer jouant avec l'invocation. Les invocateurs peuvent être une bonne option là-dessus, même si les troupes invoquées ne peuvent pas forcément faire l'interaction, en tout cas pas le premier tour. Euh, voilà, soit vous prenez des soins, soit vous prenez un invocateur, mais bon, ça nécessite vraiment de bien de penser sa liste là-dessus. Parce que si vous prenez plein de troupes fragiles, super, elle peut rien faire. Et Reckoning, là c'est simple, ça va être de la poutre. Sauf que si vous regardez bien, plus vous avez de troupes, plus vous allez potentiellement donner de points à l'adversaire. Donc il vaut mieux prendre des gros minions ou des gros enforceurs qui sont bien résistants et donc avoir une troupe peu nombreuse. Mais faites gaffe, l'adversaire peut le faire aussi. Là, par exemple, typiquement, je prendrais bien Yanlo ou Udix. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait la dernière fois que je tombais dessus. Enfin, Yanlo et mon adversaire après Udix, en fait. Ce sont deux masters qui se ressemblent beaucoup dans leur mécanique et qui manipulent les grosses figurines. Donc, il y en a relativement peu, ça permet effectivement de les maintenir en vie, d'autant qu'elles ont des mécanismes de soins. Et ça peut être un bon moyen. Enfin, une bonne idée de prendre ce genre de crew pour, pour sérieux. Alors, c'est pas la seule crew en l'occurrence, mais ça peut être une bonne idée. Ensuite, il va falloir penser aux schemes. Et les schemes, alors très grossièrement, je les classe en trois catégories. Les schemes marqueurs, enfin les schemes à schemes marqueurs, dans lesquels c'est plutôt bien de prendre des figurines qui peuvent poser scheme marqueurs sans faire d'attaque action. Alors, pourquoi? Non pas que l'attaque action soit pourrie, il ne faut pas l'utiliser, non, il faut l'utiliser, mais l'adversaire a pas mal de mécaniques pour vous empêcher de l'utiliser. Par exemple, il peut vous engager au corps à corps, ou alors il y a des figurines qui peuvent vous empêcher d'utiliser, enfin, de poser les ski marqueurs. Du coup, il faut vraiment avoir une solution de secours. Et pour ça, si vous avez moyen de poser ski marqueurs d'une autre façon, soit avec les cochons qui meurent, soit avec convertir enfin, des marqueurs en un ski marqueur, n'importe quelle solution que vous avez en plus est une bonne solution. C'est pas indispensable, mais ça reste une bonne solution. Ensuite, il y a les schemes de placement. Comme alors là, par exemple, je pense par exemple à Power Ritual ou même Claim Jump, dans Claim Jump en particulier, Wall Flank qui vous oblige d'être sur le côté. Alors ça, forcément, ça vous oblige à avoir de quoi déplacer vos figurines, voire même de quoi faire en sorte d'échapper des corps à corps. Par contre, il ne faut pas trop en abuser parce que sinon, si vous en prenez deux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir plein de figurines pour pouvoir les placer où vous voulez. Et c'est pas toujours évident. Mais ça veut dire donc des groupes plus rapides. Et faites juste gaffe que votre placement ne vous empêche pas après de faire aussi la stratégie. Par exemple, si vous prenez à haute flanc et donc vous êtes sur les côtés, vous aurez du mal à prendre les marqueurs qui sont plutôt au centre des carrés. Et enfin, il y a les schemes de poutre. Voilà, prenez des gros trucs qui tâchent. Faites juste gaffe à bien lire les règles, notamment pour Assassinate, où il faut vraiment le faire en deux temps. Donc, ouais, et faites juste vraiment, ouais, je reviens là-dessus, mais faites vraiment attention à ne pas prendre des schemes qui contredisent vos stratégies. Typiquement, si vous avez, comment dire, si vous avez des schemes de poutre et reckoning, c'est très bien. Si vous avez des schemes de placement avec une stratégie qui vous oblige à aller à un certain endroit, c'est pas forcément terrible. Et si vous avez, enfin, voilà, faites juste gaffe là-dessus, ça peut arriver. Et pareil, faites aussi gaffe au niveau des décors. Ça m'est arrivé lors de ma dernière partie, donc avec Yanlo, où j'avais pris Claim Jump qui se trouvait, donc il faut mettre une figure en plein milieu. Sauf que j'avais pas du tout fait gaffe au décor, alors qu'en plus c'est moi qui les ai posés.
Et en fait, une partie de la ligne centrale était bloquée par un bâtiment. Ce qui fait que bah, l'adversaire était tenté de passer au centre et donc bah, c'était un peu mort pour ce skim. Voilà, c'était dommage pour moi. Bon, c'est qu'un jeu, voilà. Ensuite, vous allez. C'est au moment où vous allez commencer à choisir enfin, votre master. Rappelez-vous, vous n'avez pas encore choisi votre faction. La faction est choisie après le début. Du coup, vous n'avez absolument pas besoin de vous spécialiser dans une faction. Vous pouvez le faire histoire de vous partager les figurines, enfin les figurines versatiles, ou même utiliser des figurines non versatiles au prix d'un point en plus. Pas de problème, vous pouvez le faire. Sauf que bah vous pouvez tout simplement avoir envie de jouer bah, des figurines qui vous plaisent mais qui sont deux factions différentes. Bah il faut pas de problème, vous n'avez pas déclaré vos actions avant de commencer à jouer. Vous le déclarez après. Vous allez commencer par choisir un master et le présenter votre master. Concrètement, ça veut dire que vous savez à peu près quelle sera la liste de vos adversaires. Je dis bien à peu près parce que vous avez quand même une idée des mots-clés. Et en plus, chaque master se joue plus ou moins d'une certaine façon. Plus ou moins. Encore une fois, j'avais dit certains masters comme Perdita ou Parc Barreau, c'était générique, faire pas mal de choses. Mais voilà, de manière générale, vous avez quand même une vague idée. Votre adversaire a aussi une vague idée de ce que vous allez sortir. C'est tout le cas une fois que vous aurez commencé à regarder tous les profils sur l'application. Mais ça, j'y reviendrai. Donc vous avez une vague idée. Vous allez aussi devoir prendre ça en compte. Alors, j'avoue, moi en général, je prends ça en compte, mais vraiment en dernier. Le but de ce jeu n'étant pas de poutre l'adversaire, mais de marquer des points de scénario, je prends moins en compte les figurines adverses, sauf au moment du choix. Par exemple pour Vendetta, où il faut vraiment, là pour le coup, choisir en fonction de ce qu'a pris l'adversaire et de ce qu'on a choisi, ce qui n'est pas toujours faisable. Mais c'est vrai que ça peut être utile de temps en temps. Notamment, par exemple, si vous avez besoin de corps et que vous savez que votre adversaire va prendre Ulix, Ulix va jouer avec beaucoup de cochons, les cochons deviennent des ski markers quand ils meurent au lieu de enfin au lieu de corpse marker. Voilà, vous allez devoir venir avec les vôtres. Pareil, si votre adversaire joue Mefeng ou par exemple ou Shadow of Man, vous allez savoir vous n'allez pas avoir beaucoup de corpse token, donc c'est un peu dommage. Même le Dreamer lâche très peu de corpse token. Donc vous allez devoir venir avec les vôtres et donc potentiellement adapter un peu votre liste. Donc voilà, pour résumer, vous avez à prendre en compte le décor, les scénarios, l'interaction entre tout ça et votre adversaire. Ça fait beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à prendre en compte en tout cas. Et pour ça, bah, malheureusement, il faut pratiquer. Pour apprendre aussi, n'hésitez pas à télécharger l'application. L'application enfin, du Crew Builder en V3 est très bien faite. Oui, elle est gratuite, donc vous avez tous les profils gratuitement. Vous pouvez faire vos listes, etc. Mais vous pouvez les lire, vous pouvez lire par mots-clés, vous pouvez les lire, enfin filtrer par mots-clés, filtrer par règles. C'est très très bien fait. Et ça vous permet donc de regarder un peu bah, ce que vous pouvez potentiellement affronter. Parce qu'en général, vous savez après ce que jouent vos adversaires. Si vous avez, si vous avez 5 minutes dans le métro, ou 5 minutes à un moment, vous pouvez toujours regarder 2-3 cartes, etc. Les règles se répétant assez souvent, au bout d'un moment, ça vient vite. Donc, ouais, je pense que c'est à peu près tout. Alors, c'est assez grossier, c'est assez rapide, c'est peut-être un peu trop brouillon, mais c'est juste pour vous donner quelques pistes de réflexion, parce que le jeu est tellement riche que c'est difficile de vous donner les, enfin, donner les clés pour qui marche pour tout. Que je, ce que je vais faire, enfin, ce qu'on va faire avec le culture d'idées bientôt, ça va être de filmer une bataille et que je montrerai probablement comme la dernière, enfin, en tout cas avec euh, une explication, enfin, le ressenti du culture d'idées, mon ressenti, etc. après la partie. On va faire ça. Après, il faudra que le temps que je la monte, etc. Une fois que ça sera fait, je vais peut-être, si j'ai le courage, faire une vidéo d'analyse euh, peut-être de quelques masters. Parce que oui, si une petite dernière chose avant de laisser, enfin de vous laisser. Quand vous regardez un master, ne regardez pas seulement le master. Quand je regarde rapidement la carte de Molly, qui est une résurrectionniste, j'ai l'impression de voir un peu une contrepartie de Nelly.
Alors évidemment, avec le nom de famille, c'est moins confusant, mais donc Nelly qui est de la guilde. C'est vrai, enfin, je présume que ça se ressemble. Sauf que les journalistes de Nelly sont nettement moins violents que les zombies et Archie et même Lone Marshall de Molly. Du coup, Molly peut faire des scénarios que Nelly ne pourra pas faire. Par contre, Molly aura beaucoup moins de contrôle que Nelly. Voilà. Donc, faut vraiment pas s'arrêter au master, faut vraiment prendre sa crew et regarder un petit peu toutes les interactions qu'il peut y avoir. Et ce qui peut être intéressant aussi sur l'application, c'est quand vous créez une liste, vous verrez, il y a des cartes de référence sur ce qui peut être invoqué, sur ce qui peut être utile, ou les upgrades qui sont liés, dès que vous mettez une figurine qui peut les utiliser. Ça vous permet de voir ça d'un coup, c'est très bien fait là-dessus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin tout ce que vous voulez. Au revoir.